Christchurch, Nouvelle-Zélande. Le 7 avril 2018 à 8 h, un électricien est arrivé dans une résidence de la banlieue tranquille de Merivale. Sa tâche était de réparer le tableau électrique extérieur de la maison. À son arrivée, il a sonné à la porte sans recevoir de réponse. Perplexe, il a revérifié son emploi du temps et l'adresse, s'assurant d'être au bon endroit à l'heure prévue. Pressentant un problème, il a fait le tour de la maison, frappant à la fenêtre d'une chambre d'invité. Malgré ses efforts, les rideaux sont restés tirés et il n'a reçu aucune réponse à ses appels. Il a entendu un bruit étouffé provenant de la maison et a ressenti une soudaine sensation de malaise le submerger, mais il a décidé de l'ignorer. Soupçonnant un rendez-vous oublié, il a décidé de passer au suivant et de revenir plus tard. Vers 11h40 du matin, il est revenu et a frappé à la porte à nouveau. Il n'y avait toujours pas de réponse. Puis, il a remarqué une fenêtre ouverte et a jeté un coup d'œil. En regardant à l'intérieur, quelque chose clochait. Ce sentiment persistant de malaise est revenu. Cette fois, c'était accablant. Il a pris la décision fatidique de grimper et d'enquêter. Une fois à l'intérieur de la maison de 2 chambres, il a trouvé le corps sans vie d'une femme. Elle portait des signes d'une agression et pire encore, la scène l'a profondément bouleversé, mais il a réussi à se ressaisir et a immédiatement alerté les autorités. Peu après, la police est arrivée et a identifié la femme comme étant Nicole Tuxford. Lors de l'examen par les officiels, il a été révélé qu'elle avait subi de multiples lacérations à la gorge, presque décapitant sa tête. De manière perturbante, des signes d'agression sexuelle étaient évidents, ainsi que des indications de strangulation entraînant la fracture de son cartilage thyroïdien. Des blessures défensives et des coupures sur ses bras suggéraient une lutte contre son agresseur avec des ecchymoses supplémentaires observées sur son visage. Ce scénario ressemblait à un meurtre sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande en 1994, un crime qui a choqué la petite ville de Hokitika. Pendant ce temps, à l'hôpital de Christchurch, une autre pièce du puzzle a émergé. Un homme venait d'être admis après avoir écrasé une Toyota Corolla ce matin-là. Mais le véhicule n'était pas le sien. Il appartenait à nul autre que Nicole Tuxford. Il a été admis à l'hôpital sous son nom légal de Paul Tenui, mais il avait légalement changé son nom de Paul Wilson il y a quelque temps. Wilson avait également des liens étroits avec une autre personne tristement célèbre en Nouvelle-Zélande, nul autre que David Bain, qui a été acquitté du meurtre de sa famille lors d'un second procès qui a été largement couvert. Wilson était le garçon d'honneur au mariage de David Bain. Découvrez notre point de vue sur la tragédie de la famille Bain par la carte à l'écran. Joe Karam, un fervent partisan et défenseur de l'innocence de David, avait décrit Paul comme son ami le plus ancien et le meilleur. David et Paul ont développé un lien solide en travaillant ensemble dans une cuisine de prison. Le nom de Paul Wilson est familier aux résidents de Hokitika d'une manière indésirable. Pour mieux l'expliquer, revenons en arrière jusqu'en 1994. Hokitika est située sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande et a connu un changement dramatique pendant la ruée vers l'or de 1864. Elle s'est transformée d'un paysage désolé en une ville vibrante presque du jour au lendemain. En 1994, elle était devenue une communauté animée où les résidents plus âgés menaient une vie sociale active, participant à des groupes de musique et à des jeux de cartes. La musique était essentielle à la culture de Hokitika, emplissant ses pubs, salles et écoles de mélodie. Connue pour sa communauté soudée, Hokitika a favorisé des liens forts entre ses habitants, créant un sentiment d'unité. La série télévisée de la British Broadcasting Corporation, Les Luminaires, a illustré la singularité et l'histoire de Hokitika durant la ruée vers l'or. Paul Wilson est né de Diane et Ernie. Sa mère était membre de l'estimée famille Tainui. Cependant, son père, Ernie, qui avait 19 ans à l'époque, s'est séparé de Diane. Paul a grandi au sein de la communauté soudée de Hokitika et a plus tard travaillé à l'usine de produits laitiers Westland. Il était membre du Kiwi Rugby Club, un rassemblement social populaire de l'époque. En 1989, il a rencontré la vibrante Kim Schroeder et ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après. Malgré leur différence d'âge de 10 ans, leur relation semblait bien se passer et ils ont même emménagé ensemble. Cependant, en 1992, Schroeder a mis fin à leur relation en raison du comportement possessif et contrôlant de Wilson. Cette décision a bouleversé Wilson.
Il a affirmé à tous être victime de la décision de Schroeder, cherchant à gagner leur sympathie. La rencontre de Paul Wilson avec Kim Schroeder à l'hôtel Westland a mal tourné. Wilson, consumé par la jalousie et la possessivité, a exigé de savoir où se trouvait Kim Schroeder, mais elle a refusé de révéler toute information. Alors que les tensions montaient, le cousin de Kim, Bruce Schroeder, et des amis sont intervenus pour tenter de désamorcer la situation. Cependant, Wilson est revenu armé d'un fusil de chasse, déterminé à confronter à nouveau Kim Schroeder. Bruce Schroeder est de nouveau intervenu. Cette fois, Wilson a pointé son fusil de chasse sur Bruce et a appuyé sur la gâchette. Miraculeusement, le fusil n'a pas tiré. Bruce et les autres ont réussi à arracher l'arme des mains de Wilson, désamorçant la situation. La nouvelle de l'incident s'est répandue dans la communauté soudée. Les gens étaient abasourdis, peinant à concilier cet acte avec le Paul Wilson qu'ils connaissaient. La communauté l'a soutenu. Il y avait une pétition signée par beaucoup, demandant aux autorités de lui montrer de la clémence et garantissant son caractère. Peut-être est-ce à cause de cela qu'il a reçu une peine de prison de 10 mois pour agression et possession d'une arme à feu chargée en public. Kim et sa mère, Nancy Schroeder, lui rendèrent souvent visite en prison. Wilson lui-même a reconnu le rôle maternel de Nancy dans sa vie. Après 5 mois d'incarcération, il a été libéré pour bonne conduite. Cependant, l'incident du fusil de Wilson n'était que la pointe de l'iceberg et la compassion des Schroeder serait bientôt éprouvée. La situation a pris une tournure plus sombre au fil des années. En 1993, Paul Wilson nourrissait l'espoir de raviver sa relation avec Kim Schroeder et passa Noël avec sa famille. Schroeder avait cependant déjà trouvé un nouveau partenaire. En apprenant cela, le comportement de Wilson est devenu de plus en plus erratique. Il a commencé à visiter la maison de Schroeder la nuit, se cachant dans l'ombre et écoutant ses moments intimes avec son nouveau partenaire. Une nuit, sa rage bouillonnante a débordé et il s'est présenté à sa porte et l'a frappée. Elle a choisi de ne pas porter plainte. En 1994, Kim Schroeder, maintenant âgée de 21 ans, s'épanouissait dans sa carrière de directrice de bureau pour la construction d'Evan Jones. Malgré son succès, elle avait besoin de s'échapper de Paul Wilson. Elle a commencé à postuler pour des emplois en dehors de Hokitika, espérant créer une distance entre elle et son tourmenteur. Elle a même postulé pour le poste de gardienne de prison, croyant que cela lui fournirait un refuge sûr, loin du harcèlement de Wilson. Pendant toute cette période, les parents de Kim ont entretenu une relation cordiale avec Paul Wilson, inconscients de son obsession effrayante pour leur fille. Nancy Schroeder, en particulier, a continué à faire preuve de gentillesse envers Wilson. Mais ce que Wilson a fait ensuite était, en un mot, indéfendable. Le 17 mai 1994, vers 9h du soir, Paul Wilson est arrivé chez Kim sous de faux prétextes, obtenant l'entrée avec une excuse et l'aide du colocataire de Kim, Sean Riley, un pharmacien. Une fois à l'intérieur, Wilson a brandi un grand couteau de découpe, forçant Riley à se conformer à ses exigences. Il a ligoté les poignets et les chevilles de Riley, l'a bâillonné et l'a attaché solidement au lit. Pendant 2 heures, Wilson a attendu que Kim rentre à la maison. Caché dans la chambre de Riley, il a attendu son temps jusqu'à ce que Kim Schroeder entre dans la maison, inconsciente de ce qui allait se passer. Il a observé Schroeder pendant un moment alors qu'elle se préparait une tasse de thé et s'installait pour la nuit avec un peu de télévision. Lorsqu'elle s'est finalement retirée dans sa chambre, Wilson est sorti, déclenchant une confrontation violente. Malgré les supplications de Kim, Wilson l'a gravement blessée à la main droite lors de leur confrontation. Schroeder a supplié Wilson de l'emmener à l'hôpital. Au lieu de cela, il l'a forcée à entrer dans sa chambre où Riley l'a entendu pleurer, affirmant qu'elle n'avait été intime avec personne depuis leur rupture. Wilson l'a traitée de salope menteuse, l'a bâillonnée, puis l'a forcée à monter sur le lit. Là, il a coupé ses vêtements et l'a agressée sexuellement. Pendant environ 2 heures agonisantes, Kim a subi cette épreuve terrifiante qui a culminé en un acte de violence brutale lorsque Wilson lui a tranché la gorge. Pendant ce temps, Sean Riley a été contraint d'écouter et de subir l'intégralité de l'épreuve. Les événements traumatiques qu'il a vécus l'ont marqué à vie. En contraste avec la brutalité de Wilson, le matin même du meurtre de sa fille, Nancy avait livré un pull tricoté à la main qu'elle avait fait pour Paul Wilson.
Après avoir recouvert le corps de Kim avec des draps, Wilson est apparu près de la tombe de sa grand-mère Muriel et a tenté de mettre fin à sa vie, mais il a changé d'avis. Peu de temps après, Wilson est arrivé au chevet de son grand-père, Max Steinway, en phase terminale, avec sa mère et ses 3 tantes à ses côtés. Paul Wilson s'est effondré et a avoué à sa famille son crime envers Kim Schroeder. Il leur a demandé de contacter les autorités. Personne ne s'y attendait, car il n'avait jamais imaginé Paul Wilson capable de tels actes maléfiques. Cela sert de rappel sobre de la tendance humaine innée à croire en la bonté inhérente des autres. Mais cette gentillesse ne doit pas être étendue aux prédateurs qui vivent parmi nous au détriment de notre sécurité. Malgré son chagrin apparent suite à sa rupture avec Kim Schroeder, le comportement manipulateur de Wilson rendait difficile de cerner ses vrais sentiments. Lors de son procès en novembre 1994, Paul Wilson n'a pas contesté le fait qu'il avait tué Schroeder. Cependant, il a nié avoir agressé sexuellement Kim Schroeder, affirmant que c'était consensuel. Le jury n'a pas perdu de temps pour rendre un verdict, le condamnant pour meurtre après seulement quelques heures de délibération. Le juge Neil Williamson a prononcé la sentence, condamnant Wilson à la réclusion à perpétuité, avec une période minimale de non-libération conditionnelle de 15 ans. En prononçant la sentence, le juge a noté le manque de remords frappant de Wilson, le décrivant comme inhabituellement froid et dépourvu de tout signe visible de regret pour ses actions. La Nouvelle-Zélande est un pays qui met l'accent sur la réhabilitation de ses citoyens. Malgré une condamnation à perpétuité, Paul Wilson n'a purgé que 13 ans avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Entre 2007 et 2010, la famille Schroeder a assisté et soumis des déclarations pour chaque audience de libération conditionnelle de Wilson, exprimant de graves préoccupations quant à son potentiel danger et la probabilité de récidive. Cependant, Wilson a continué à nier et à minimiser ses actions, insistant même que la rencontre sexuelle avec sa victime était consensuelle. En 2010, la commission des libérations conditionnelles a reconnu que Wilson avait finalement accepté la responsabilité du viol de Kim Schroeder. Malgré cette reconnaissance, Wilson a été évalué comme présentant un faible risque de récidive et a fait preuve d'un comportement impeccable lors des sorties supervisées de prison. Malgré 3 refus de libération conditionnelle, Wilson a finalement été libéré en janvier 2011. À sa libération, Wilson a décidé de changer son nom de famille en Tainui. Nancy et Gary Schroeder, parents de Kim, restent convaincus que Wilson présente un risque élevé de récidive. Et ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour mettre en lumière son crime brutal et son caractère manipulateur. Malheureusement, leurs efforts n'ont guère changé la décision des autorités, et cela conduira à de terribles conséquences des années plus tard. Les conditions de libération conditionnelle de Paul Wilson se concentrent principalement sur l'abstention de drogue et la modération de sa consommation d'alcool. Étonnamment, compte tenu de son passé, Wilson n'était tenu d'informer la probation volontairement que s'il s'impliquait avec des femmes. Les psychologues ont plus tard évalué que Wilson avait du mal à gérer les sentiments d'abandon et de rejet, ce qui le poussait à recourir à une violence extrême contre ceux qui déclenchèrent ses émotions. Ce comportement est indicatif de traits psychopathiques. Avançons jusqu'en 2016, Paul Wilson a croisé le chemin de Nicole Tuxford dans une casse où ils travaillaient tous les deux. Nicole avait la moitié de son âge et bien que son lieu de travail connaissait le passé meurtrier de Wilson, aucun détail sur les risques qu'il représentait pour les femmes n'a été donné aux employés. Nicole Tuxford, affectueusement connue sous le nom de Nikki par ceux qui lui sont proches et qui a déménagé à Christchurch pour travailler après avoir terminé le lycée, est décrite comme une personne dynamique et extravertie. Nikki avait une capacité naturelle à apporter de la joie dans n'importe quelle pièce avec sa personnalité contagieuse et son sens de l'humour. Elle possédait une profonde empathie pour les autres et nourrissait l'ambition de devenir conseillère pour aider ceux qui en ont besoin. Nikki suivait une formation pour devenir coach de vie, poursuivant ainsi ses rêves. Avec le temps, Paul Wilson a commencé à se présenter sans invitation chez Nicole Tuxford avec des excuses peu convaincantes sur le fait d'être dans les environs. Tuxford devenait de plus en plus mal à l'aise et se mettait à verrouiller ses portes et à se cacher chaque fois qu'il se présentait sans prévenir. Malgré avoir parlé à des amis de ces rencontres troublantes, elle n'a pas impliqué les autorités par pitié mal placée pour Wilson. La situation s'est aggravée lorsque Wilson, sous prétexte de faire des travaux électriques ou de proposer de prêter des objets, a régulièrement commis des intrusions sur la propriété de Tuxford. Son patron a remarqué sa conduite déplacée.
et a émis un avertissement écrit suivi d'une réunion disciplinaire pour aborder son dépassement des limites. Interrogé sur ses motivations, Wilson a répondu avec colère et a démissionné brusquement pour ensuite rétracter sa démission peu de temps après. Malgré ces incidents, le personnel de probation responsable de la surveillance de la libération conditionnelle de Wilson n'a été informé que d'un vague conflit au travail, omettant des détails cruciaux sur son comportement troublant envers Tuxford. Les menaces de Wilson de brûler la maison de Tuxford en réponse à son souhait d'une relation platonique n'ont jamais été rapportées aux autorités. Cette négligence était tragique en soi, car en seulement 7 semaines, Nicole subirait les conséquences d'une série de décisions prises par beaucoup qui ont été négligemment ignorées ou négligées. 7 semaines avant sa mort, Nicole a décidé de quitter son emploi et de rejoindre la Fondation Lumière de Phoenix, où elle a entamé une nouvelle carrière en tant que coach de vie et guide spirituel. Juste 2 semaines avant sa mort prématurée, elle a invité Paul Wilson à prendre un verre rapide chez elle. C'était pour l'aider comme coach de vie, pour une durée limitée de 90 minutes. Wilson a cependant exprimé le souhait de passer plus de temps ensemble, poussant Tuxford à réaffirmer sa limite. Quelques jours plus tard, Wilson a découvert que Tuxford était impliqué dans une relation engagée, ce qui a provoqué une réaction négative de sa part. Il a exprimé son mécontentement par texto, lui disant qu'il est énervé. Pendant ce temps, Paul Wilson a présenté une façade de progrès à son agent de libération conditionnelle, prétendant faussement que son emploi prospérait, que sa consommation d'alcool diminuait et qu'il travaillait activement à son amélioration personnelle. Cependant, la réalité était loin de la vérité. Il était obsédé par Nicole Tuxford, s'adonnait à une consommation d'alcool quotidienne importante, participait à des activités de drogues illicites en échange de faveurs sexuelles et élaborait minutieusement des mensonges pour dissimuler son comportement destructeur à ceux qui l'entouraient. Le meurtre 6 avril 2018, Paul Wilson avait bu dans un bar. Ivre, il conduisait vers la maison de Tuxford quand il fut arrêté à un barrage de police pour conduite en état d'ivresse. Ils ont saisi 2 couteaux dans son véhicule. Malgré un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale, les officiers ont confisqué son véhicule et ses couteaux et l'ont laissé partir. À l'époque, les policiers n'avaient pas de système en place pour vérifier l'identification de Paul Wilson, pas même le fait qu'il était en liberté conditionnelle et qu'il n'était pas censé boire de l'alcool. De plus, son dossier aurait montré qu'il avait commis un crime atroce dans le passé impliquant des couteaux. Wilson a dit au revoir aux officiers, a appelé un taxi et s'est rendu à la maison de 2 chambres de Tuxford à Maryvale, arrivant vers 11h du soir. Comment il est entré dans la maison n'est pas clair, mais une fois à l'intérieur, il a passé 8 heures à l'attendre. À 7h40 du matin, Nicole est rentrée chez elle. Tuxford a attendu qu'elle soit à l'aise puis a bondi. Comme il l'avait fait il y a 24 ans, il a menacé Nicole avec un couteau, l'a ligotée et bâillonnée, lui a arraché ses vêtements et l'a agressée sexuellement. Nicole Tuxford s'est battue vaillamment. Elle s'est débattue en le mordant et en donnant des coups de pied et avait des blessures défensives de couteau sur les bras. Elle a été attachée et savait que quelqu'un tentait de s'introduire dans la maison. C'était l'électricien du début de l'histoire. Les bruits étouffés qu'il a entendus étaient Nicole tapant du pied, espérant attirer son attention. Malheureusement, il n'est pas entré dans la maison la première fois et est parti. N'a pas survécu à ce qui a suivi. Paul Wilson l'a dominée, frappée et soumise davantage avec son propre foulard et du ruban adhésif. Il a fini par mettre fin à ses jours comme il l'avait fait pour Kim Schroeder 24 ans plus tôt. Nicole Tuxford n'avait que 27 ans. Paul a fui la scène avec la Toyota de Nicole mais l'a écrasée pendant une crise d'épilepsie. Mais cette fois, il a été arrêté et conduit à l'hôpital de Christchurch. Les pièces du puzzle mentionnées précédemment commençaient enfin à s'assembler pour les autorités. La police, après avoir vérifié son identité dans le système, a réalisé qui il était, son lien avec Nicole, sa voiture, son passé. Ils l'ont confronté à l'hôpital et l'ont immédiatement arrêté. Quand la famille de Nicole a appris la nouvelle, ils étaient sous le choc. Ils n'avaient aucune idée de l'histoire de Paul Wilson et de ce dont il était capable. Le passé de Nicole n'a jamais été révélé quand ils travaillaient ensemble. Je tenais sa main dans un cercueil et je lui parlais. Et il y avait des coupures sur sa main. Je me souviens que les gens me regardaient et disaient « Oh, Collie, qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage ?»
J'ai frotté son visage et plus je le touchais, c'était le bleu qu'il avait mis sur son visage. Et j'étais choquée quand c'est sorti. J'ai essayé de le réparer sans succès, puis j'ai entendu ça. Un beau cristal que je portais tout le temps et j'ai essayé de le mettre autour de son cou et à ce stade, je ne savais même pas qu'il lui avait coupé la gorge, je ne savais pas ce qu'il avait fait et de cette façon, et je me souviens avoir essayé de le passer par-dessus sa tête. Il était si doux avec cette énorme bosse, cette grosse bosse à l'arrière de sa tête, ça m'a vraiment effrayée. C'était juste incroyable. Tu sais, penser qu'il était si maléfique et coupé. Et il n'a pas simplement coupé sa gorge, il a juste coupé sa tête. La nouvelle que Paul Wilson a frappé à nouveau a durement touché la famille Schroeder, les laissant dans l'incrédulité et l'angoisse. Malheureusement, le poids de cette tragédie évitable s'est avéré trop lourd pour Gary Schroeder qui s'est suicidé 3 jours plus tard. Les Schroeder, ayant enduré l'épreuve éprouvante de perdre, maintenant 2 êtres chers, à la violence, sont dévastés à l'idée qu'une autre famille vive le même chagrin. Nigel Schroeder, le frère de Gary, et un autre membre du club de rugby, où Paul Wilson appartenait autrefois, nourrissaient une méfiance envers Wilson dès le départ. Il s'est demandé pourquoi Wilson n'avait pas été accusé de tentative de meurtre pour ses actions précédentes avec le fusil de chasse au bar, et croyait fermement que Wilson n'aurait jamais dû être libéré sous parole. Malgré les efforts persistants de la famille Schroeder pour avertir les autorités des tendances dangereuses de Wilson, leurs pires craintes se sont tragiquement réalisées. Quand les nouvelles du crime odieux de Paul Wilson ont refait surface, une personne a révélé un incident qui aurait dû alerter les autorités. Une personne, identifiée comme Melissa, a rencontré Paul Wilson en buvant au Cashmere Club en 2015. Au cours de leur interaction, Paul Wilson s'est vanté en détail d'avoir tué son ex-petite amie. Il a admis que son seul regret était de ne pas avoir également tué son partenaire. De plus, il a proposé des drogues à Melissa et ses amis. Melissa a signalé le comportement alarmant de Wilson à la police, mais ses préoccupations ont apparemment été négligées. Lors du procès pour le meurtre de Nicole Tuxford, les procureurs de la couronne ont demandé la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour Paul Wilson. Wilson a cependant été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 28 ans. 55 ans, il devra attendre d'avoir au moins 83 ans avant d'être à nouveau éligible à une libération conditionnelle. Après ces événements tragiques, des changements ont été apportés au système de police néo-zélandais. Un registre des délinquants alerte désormais automatiquement lorsqu'un libéré conditionnel entre dans la base de données policière. Si un tel individu commet un crime justifiant une peine de prison, des protocoles dictent des actions spécifiques que les officiers présents doivent prendre, et le département des corrections est rapidement informé de la situation. Nous faisons face à l'indulgence de la justice néo-zélandaise envers Paul Wilson et à la façon dont il a tiré profit de leur système de réinsertion. Malgré les supplications désespérées de la famille de Schroeder pour garder Paul Wilson, maintenant Paul Tanui, en prison, leurs cris sont restés vains. Nous espérons que c'était la première fois qu'ils ont dit « enfermez-le et jetez la clé ». Donc un peu déçus. Que pensez-vous du rapport de la commission des libérations conditionnelles qui a déclaré qu'ils avaient suivi le processus approprié? Sans blague. Ils n'ont pas suivi le processus. Ils n'ont pas bien fait leur travail parce que s'ils l'avaient fait, eh bien ils n'auraient pas dû être dehors. Il aurait dû être dehors la première fois, sans parler de la deuxième fois. Nous étions sous l'impression qu'ils devaient le laisser sortir à un moment donné, mais nous avons depuis découvert qu'il n'a jamais eu à être libéré et c'était une décision qu'ils ont choisi de prendre. Il n'était pas obligé et il n'aurait jamais dû être libéré après ce qu'il a fait la première fois. C'est dégoûtant. Le système a eu de multiples occasions d'arrêter Wilson, mais il a échappé à la vigilance encore et encore. La nuit du meurtre, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse avec des couteaux dans sa voiture, un signal d'alarme négligé par manque de système d'identification et de formation. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous avec l'icône de la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos et mises à jour.